Bien, chers collègues, l'ordre du jour appelle maintenant l'exposé suivant du baron Van Montagu. Le professeur Marc Van Montagu est bien connu. Il est bien connu parce qu'il est un pionnier, si pas le pionnier, en biologie moléculaire des plantes. Il est bien connu comme le découvreur du plasmide T1 avec Shell et l'inventeur de la technologie d'Agrobacterium tumefaciens de transformation, maintenant utilisée dans le monde entier pour produire des plantes génétiquement modifiées, donc des objets impurs. Van Montagu a utilisé cette nouvelle technologie pour étudier la régulation des gènes et découvrir la base moléculaire de plusieurs processus physiologiques des plantes. Il a largement contribué à l'identification de gènes impliqués dans la croissance des plantes, le développement et la floraison. Il a été membre fondateur et membre du conseil d'administration de deux entreprises de biotechnologie belges, spin-off de son laboratoire, Plant Genetic System et Crop Design. Il a travaillé sur toute une série de sujets, des innovations de capital pour l'agriculture en biotechnologie, la question de résistance aux insectes ou tolérance aux herbicides, etc. En octobre 2013, il a reçu le World Food Prize. Il est classé comme le scientifique le plus cité dans le domaine de Plant and Animal Science jusqu'en 2004. Il a produit plus de 750 publications et l'ensemble des publications scientifiques a reçu plus de 50 000 citations. En raison des réalisations, il a reçu en 1990 le titre de baron par le roi. Actuellement, il est Goodwill Ambassador de l'ONUDI. L'ONUDI, c'est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Je pense que je vous ai déjà dit beaucoup à son sujet, pour ceux qui ne le connaissaient pas bien. Et maintenant, j'ai le plaisir de lui passer la parole pour nous parler de OGM et santé publique. Merci. Le titre que moi j'avais envoyé, c'était Sciences et idéologie, le mouvement anti-OGM, mais tout ça revient au même. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces aimables paroles. Avec un titre pareil, dans une demi-heure, je crois qu'on a un tas de choses à traiter et ce ne sera pas facile de ne pas rester superficiel. Je commande moi-même ici ou c'est celui-là. Voilà. Eh bien, ce dessin représente le propos que je veux dire dans les deux parties, la partie scientifique et la partie idéologie. Quand nous avons commencé à Gans, Walter Fier, Jeff Shell et moi-même, au début des années 50, moi j'ai commencé comme chimiste en 51, il n'y avait pas de biologie moléculaire et la génétique était quelque chose de très formel. Les acides nucléiques restaient très mystérieux. On a eu la chance, par l'équipe de l'ULB, d'être, surtout M. Jenner, René Thomas, Brachet, d'être Chantraine, d'être fasciné par les acides nucléiques et comprendre ce qui se passait pendant la période début des années 40 aux États-Unis avec les bactériophages. Et ça, c'était le départ. Donc, on s'est fixé comme tas d'autres, sur les fondamentales qu'on appelle maintenant Systems Biology. On a eu tous ces progrès spectaculaires, oui, parce que quand on commençait, la botanie était très descriptive, mais je trouve que l'essentiel, c'est la partie gauche,
c'est ce qui se passe vraiment dans l'agriculture. Et là, comme partout dans le monde, et certainement dans notre pays, il y a une grande distance entre ceux qui font la biologie moléculaire, la génétique moléculaire, et ceux qui font l'agriculture. Et quand on n'a pas une meilleure intégration, on n'y arrivera pas. Parce que l'agriculture, c'est une énorme connaissance des plantes, et c'est ça qu'on a immédiatement besoin, que la société attend de nous, c'est qu'on peut donner des contributions. Si on ne reste dans le moléculaire, on a quand même des problèmes. Mais ce symbole est là aussi pour vraiment une étape plus loin de la société. Tous les scientifiques, et chacun dans son domaine, restent un peu dans un tour d'ivoire, et le restant de la société croit qu'ils connaissent, qu'ils comprennent, mais au fond, je vais essayer. Voilà. On reste dans une sphère, ceux qui voient seulement le monde du point de vue culturel, comportement humain, et ceux qui voient le développement industriel, ceux qui essayent de négocier le bon rapport entre le public et le privé. Et nous, en sciences et technologies, on développe des choses et on est fâché quand la société dit « mais non, on n'en veut pas ». Et ça, c'est l'histoire des OGM. Et je crois que c'est très important que dans l'avenir, les scientifiques, en même temps avec leur formation rigoureuse de sciences, doivent comprendre qu'est-ce qu'une société, qu'est-ce que c'est l'écologie humaine, comment les gens se comportent avec leurs émotions, et tous, et pas croire que ceux qui réagissent contre la science qui les dérange, c'est des gens vraiment pas intelligents, émotionnels. Nous sommes tous les mêmes émotionnels, et c'est ensemble qu'il faut faire la société, mais pour ça, il faut une meilleure approche, je crains, entre les différentes sphères que j'ai représentées là. Mais enfin, d'abord, un peu de science. L'histoire, c'était au début du XXe siècle qu'on a découvert qu'il y a une bactérie qui fait des tumeurs sur les plantes. Tout le temps, on cherchait qu'est-ce que c'était le Tumor Inducing Principle, pourquoi ces bactéries induisaient des tumeurs. Et c'est seulement, évidemment, quand les techniques étaient là qu'on a pu avancer. On avait eu la chance, avec notre formation, et c'est maintenant Jeff Shell et moi-même, sur les bactériophages, de connaître l'ultracentrifugation et la microscopie électronique, et on a pu trouver que cette bactérie a un grand plasmide qui est responsable, mais le plus important, et je crois comme leçon pour tout le monde, c'est que cette bactérie fait du génie génétique. Donc cette bactérie est capable d'insérer et d'exprimer un segment de cette plasmide TI, et ainsi les cellules commencent à proliférer et à synthétiser des produits que seulement Agrobacterium peut employer et les autres bactéries pas, et que la plante ne peut pas du tout. Mais souvent on oublie que les plantes en général sécrètent, c'est un système, peut-être on reviendra, que 25% du photosynthèse de la plante, de tous les sucres acides aminés et tous les composants qu'ils font, est sécrété dans le sol, dans les environnements, parce que, tout comme nous, ces plantes ont besoin d'une grande série de bactéries pour les protéger et pour améliorer leur croissance. Alors, Agrobacterium on a profité pour génie génétique de faire une niche écologique. Heureusement, à ce moment-là, il serait plus simple, logique pour nous de se dire « Ah, ça c'est un cas, est-ce qu'il y a d'autres cas ?» On n'avait pas les moyens de le faire. Comprendre comment les cellules prolifèrent dans les années 70, certainement pour un botaniste qui n'avait pas beaucoup d'argent, c'était pas possible. Et on a focusé sur le transfert d'ADN, sur l'aspect génie génétique, et ça a donné énormément de résultats pour
la biologie moléculaire des plantes. Tout le monde a travaillé sur une plante modèle Arabidopsis. Et en même temps, on a fait les startups qui faisaient les premiers produits. Et je les symbole, je prends ici comme symbole en 96 le lancement du coton transgénique. Pour l'instant, 70% du coton dans le monde est transgénique. Donc, vous savez que tous vos billets d'euros, il y a de la cellulose, c'est des OGM. Détruisez pas, c'est valable. Mais puis du côté science, simplement un article qui est maintenant online en PNAS et qui sera publié dans le mois prochain. On constate maintenant que toutes les patates douces dans le monde, on a analysé 300 accès différents, tous ont le tDNA. Donc dans l'évolution, il y a des centaines de milliers d'années, peut-être des millions d'années, il y a une plante qui a employé les auxines, cytokinines, c'est des facteurs de croissance de plantes, pour se différencier, et ça devenait tellement essentiel que dans l'évolution, le tDNA là. Donc, dire, vous ne savez pas quand un agrobactérium fait un tDNA, qu'est-ce qu'il peut faire de dangereux dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 100 ans? Oui, en science, on peut toujours poser des questions, on ne peut pas prouver des dangers, on peut penser à des dangers, mais dire que parce qu'on pose la question, la réponse doit être arrêtez tout, l'évolution n'a pas arrêté et on reviendra. Et je crois que on en parlera encore. Parce que ce qui est plus important, c'est entre-temps, notre évolution humaine fait que nous continuons à être capables de surpeupler la Terre et on voit que les Nations Unies, comme ça, sans commentaire, publient, on verra que à la fin du XXIe siècle, la population le plus foncée, l'Afrique, la population va augmenter entre 200% et 1200%. Et là, il sera diminué. Donc ça, c'est les prognoses des scientifiques, démographes, c'est comme ça que... Et je crois que c'est la responsabilité de tout le monde. Comment peut-on essayer de ne pas y arriver et d'avoir quand même construire un monde viable? Et je crois que là, la science et la technologie peuvent. Et un exemple pour moi comme modèle, c'est toujours un médecin de Gand, Peter Piot, que beaucoup d'entre vous connaissent. Ils ne connaissent peut-être pas le livre, c'est pour ça que j'ai No Time to Lose .com, je l'ai mis parce qu'il décrit très bien que comme médecin, les observations, parce que c'est lui qui a découvert Ebola en 76, et puis il était Mr. AIDS pour les Nations Unies, et était capable d'obtenir des subsides et vraiment des dizaines de milliards de dollars pour pouvoir aider l'Afrique. C'est ça que se passe quand on trouve que la médecine tropicale, c'est bon, on en a besoin, mais ce n'est pas essentiel pour notre planète. En général, quand on ne voit pas pour nos sociétés, qu'est-ce qui sera le plus important dans l'avenir. Et c'est pour ça que je lance ceci, parce qu'il faut quand même se rappeler que déjà au XVIIe siècle, à Port-Royal, on parlait du principe de précaution. Et on disait que pour toute chose, parce que c'est le début des siècles de lumière, pour toute chose qu'un scientifique avance, on peut dire « Oh, est-ce que ce ne sera pas dangereux? Est-ce qu'il ne faut pas prendre des précautions ?» Alors, c'est très important de réaliser, il faut voir surtout le maximum de danger qui est possible. Statistiquement, on peut rêver, on peut décrire l'horrible monstre de Loch Ness.
Mais qu'est-ce qui sera la chance d'être mordu par le monstre de Loch Ness? Et il y a un ami poète qui est allé au Lloyd's pour prendre une assurance contre le monstre de Loch Ness, mais c'était heureusement pour lui dans les années 60, 70, peut-être maintenant, ils auraient aussi connaîtraient aussi le principe de précaution. Donc là, c'était simplement le frais administratif pour avoir un cadre qu'il était assuré contre. Il faut voir quelle est la chance que les dangers arrivent vraiment, parce qu'autrement, le principe de précaution devient un principe d'inactivité. Et c'est quand même pas sorcier ces petites étapes d'analyse de société, mais pour l'instant, c'est déclaré haut et fort par beaucoup de personnes qui croient que vraiment, il faut nous protéger. Et on ne va pas aller dans tous les détails parce qu'on peut parler des heures de ce qui s'est passé, mais en tout cas, sachez, et si vous avez d'autres idées, s'il y a le temps, on peut discuter. Pour l'instant, il n'y a pas la moindre preuve que cette technologie de transférer avec cet agrobactérium de l'ADN, la technologie même, a un danger pour la santé, pour l'homme, pour les animaux, ni pour les environnements. Comme toujours, si on veut construire un poison, on peut le faire, mais vraiment, ce n'est pas la technologie qui est responsable, c'est ce qu'on va faire avec la science qui est important. Donc là, c'est très clair, malgré tous les Serralini et tous les médias qui ont directement signalé les tumeurs sur les rats de Serralini, c'est une honte pour la science que cette réaction de société a pu se faire, qu'on n'était pas capable de directement dire haut et fort non. On l'a dit en France, les 6 académies ont fait un communiqué ensemble que c'était impossible, que c'était certainement pas correct, mais quand même, dans notre société, on ne défend pas suffisamment la science et on ne peut pas l'expliquer parce que défendre déjà, comme s'il y a des raisons, c'est simplement émotionnellement, chaque individu peut être contre une technologie, contre quelque chose, mais s'organiser pour empêcher la science, s'organiser pour dire c'est la société qui doit dire que la science peut faire et ne peut pas faire, quand même directement on est de retour dans le Moyen-Âge profond et qu'on ne peut pas se permettre de continuer à dire « Oh, tout le monde peut avoir une opinion ». Oui, tout le monde individuellement, mais quand on s'organise, on pourrait employer le mot terrorisme, mais on ne va pas aller si loin. Au moins, comme scientifique et ici, c'est très important parce que l'évolution, on l'oublie parfois. La nature, c'est un grand laboratoire de génétique. L'ADN, qui a donné une compréhension de ce qu'on appelait facteur génétique, est venu déjà un peu tard, parce que toutes nos idées de société, l'eugénisme, la pureté génétique, était là dans les années 20, avec toutes les horreurs qu'on a vues après, et puis reste encore maintenant avec le racisme et autres, qu'on croit qu'il y a une base scientifique. Quand on regarde, tout médecin sait que des jumeaux identiques, c'était le même ADN, et toutes les différences de comportement, dans le temps on dit facilement « oh, c'est le milieu ». Non, maintenant on sait que c'est l'épigénétique, que c'est pendant l'évolution qu'on connaît beaucoup. Dès qu'on connaît les cellules souches et on comprend mieux le développement, on sait qu'à chaque instant il y a des réarrangements de la chromatine qui donnent des parties qui ne s'exprimaient pas pour des facteurs. Certainement, la science n'est qu'au ses débuts. Science des plantes certainement, mais même en médecine comparée avec c'est énorme qu'on espère prochainement connaître. Donc, il faut pouvoir expliquer à la société que toute l'évolution, et
ça ferait vraiment 1 milliard d'années, quand on arrive des prokaryotes, que tout ça, c'était des réarrangements d'ADN et que pour l'instant, maintenant au XXIe siècle, avec les machines de séquençage, on peut chaque fois voir les déplacements de mouvements transposables qui se font, des réarrangements d'ADN qui se font et les propriétés qui changent de cette façon. Donc, c'est ça la nature. Donc, parler que l'intervention d'ajouter un gène pourrait être catastrophique comparé avec tout ce qui se passe et qui les êtres vivants qui subissent ces réarrangements ont des systèmes de résilience, je ne sais pas si on dit resilience, pour adapter à ces changements génétiques. D'ailleurs, si l'effet, c'est toujours le plus important. Pour les plantes, là, les échanges de parties de chromosomes sont tellement importants. Quand on fait des greffes, on le voit. Même dans la nature, des arbres, parfois les tissus interfèrent et on voit qu'il y a un article de Nature, parce que quand on publie dans Nature, les scientifiques au moins le croient. Donc, quand on fait des greffes, il y a déjà des nouvelles espèces. Donc, le transfert horizontal d'ADN dans la nature est beaucoup plus grand qu'on croit et qu'on a enseigné jusqu'à maintenant, mais qu'on n'avait même pas observé. Donc, je ne vais pas commencer sur l'épigénétique, mais récemment, il y a un tas d'articles où on donne les premières informations sur ce qu'on appelle les forces hybrides dans les plantes. On a besoin un peu plus tard, mais tous les changements qui ne sont pas des changements de mutation, mais changements de régions qui s'expriment. En tout cas, entre-temps, la biotechnologie marche très vite. On a donc un tas de systèmes, les CRISPR-Cas, de tous les différents nucléases, pour remplacer des séquences par d'autres séquences et déjà changer les propriétés. On croit, au moins on pourrait en agriculture progresser là, mais la réponse de Greenpeace est non, les multinationaux ont maintenant inventé des OGM qu'on ne peut plus détecter. Scandale, on trompe le monde, nous sommes tous des esclaves des grandes industries. C'est une façon de faire la science qui a beaucoup de succès, mais je crois que c'est plus important de regarder la réalité dans le monde. Et alors aussi, on voit que c'est très complexe, parce que quand on regarde pourquoi, et qu'est-ce qui est le plus important, c'est essayer d'éradiquer la famine, la pauvreté, et surtout sauver l'environnement et sauver ce qui reste encore sur la planète comme environnement. Si on laisse faire comme on a fait jusqu'à maintenant, les premières statistiques que j'ai montrées des Nations Unies seront certainement vraies. On sait maintenant en laboratoire que les plantes, dans l'avenir, avec le pétrole, le gaz qui est de moins en moins disponible, devra devenir des déchets agricoles, des déchets de ville, et que pour l'industrie chimique, dans l'avenir, tous les plastiques seront faits de ces produits-là. Donc il faudra faire des plantes où il y a une partie qu'on mange et une autre partie sera matière première pour l'industrie. Il y a des problèmes avec l'agriculture qu'on le fait maintenant, que l'agriculture est polluante, qu'on emploie trop d'eau. Tout ça doit être réglé, mais comment on va le régler? Seulement avec science et technologie. Et parfois, quand même, j'ai mis là un PNAS de 2013, c'est parce qu'ils décrivent en détail les problèmes de population, société, mais même PNAS ne mentionne pas les OGM, parce que c'est pas politiquement correct. Il y a des collègues qui croient que c'est pas nécessaire de parler d'OGM, même en PNAS. Donc,
on n'a pas d'excuses, il faut vraiment aller de l'avant, voir que quand on parle de nature, que c'est comme ça que l'agriculture s'est toujours fait aussi chez nous, même au début du XXe siècle, et que maintenant, grâce aux nouvelles technologies, il faudra avoir une agriculture intense. Cultiver son jardin ne suffira pas, mais de le faire d'une façon vraiment acceptable pour l'environnement, ce qu'on appelle l'intensification durable. Et la technologie peut le faire, et c'est ça qu'il faut le faire. Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Parce qu'on dit toujours, les OGM, c'est les 6 multinationaux qui le font, on reviendra, oui, c'est fait. Mais dans les laboratoires, il y a des centaines et des centaines de constructions qui sont prêtes, mais par la réglementation et la non-acceptabilité qu'on dit qu'il existe par la société, aucune autorité, et certainement pas la Commission européenne, eux, osent aller de l'avant. Par exemple, les aubergines. En Inde, quand même, 500 000 hectares d'aubergines, c'est important. C'est une plante qu'on sait que, question de nutrition, elle est importante, mais elle est attaquée par un insecte qu'on peut très bien arrêter en exprimant le gène BT, le Bacillus thuringiens. C'est la première construction au début des années 80 qu'on a fait à Gand, et c'est la plante BT. On n'a pas pu la force de continuer, c'est Monsanto et autres qui ont repris, mais enfin, c'était la base. Donc, pour tuer l'insecte, on vaporise un insecticide qui est une neurotoxine, interdit par la Convention de Stockholm, que l'Inde n'a pas signée, et ce n'est pas seulement l'homme ou les femmes qui vaporisent, c'est surtout les enfants de 5 ans, 6 ans qui apprennent et qui sont victimes. Et il y a vraiment des milliers de cas de maladies et de morts en vaporisant. Simplement par génie génétique, le problème n'existerait pas. L'Inde avait approuvé, Greenpeace est intervenu pour que l'Inde retire l'autorisation. Heureusement, il y a 2 ans, Bangladesh, non, l'année passée, je crois, le Bangladesh a commencé et maintenant le nouveau président en Inde a dit qu'il donnera l'autorisation. Mais c'est directement une énorme population et c'est un exemple. Il y a des dizaines et des dizaines d'autres exemples. Maintenant, même en France, le ministre Le Foll parle d'agroécologie. Partout, les groupes qui représentent ce que nous, parfois, nous appelons, peut-être erroné de faire des mots d'insulte, le lobby bio, parle seulement d'agroécologie. Oui, c'est très important. Dès qu'on a travaillé sur Agrobacterium, on était tenté de travailler sur les bactéries qui aident la croissance des plantes. C'est évidemment, comme on a décrit maintenant pour l'homme, qu'on a 3 trilliards de bactéries dans nos cavités et qui sont extrêmement importants pour notre physiologie. Certainement, pour les plantes, au niveau des racines, des feuilles et partout, ils existent. Bien, maintenant, on peut faire le metagenomics, parce que toutes ces bactéries, on ne peut pas les isoler. Il y en a qui sont endophytes, qui poussent dans les cellules ou dans le tissu même, mais qu'on ne peut pas faire pousser sur de boîtes de pétri, même grâce aux techniques de séquençage. On peut commencer à les étudier et l'étape suivante sera de les modifier et on verra alors ces bactéries OGM, comme déjà, sans que beaucoup d'entre vous le savent, il y a tellement de bactéries OGM qui sont employées par l'industrie.
Tous les fromages, ce n'est pas la chymosine qui vient de veau, mais c'est la chymosine qui vient de laboratoire. Tas de médicaments, c'est fait par des OGM. Même les levures pour un tas de fermentation, c'est fait par les OGM. Tous les déchets que Novozymes et Ginencore, qui est maintenant, Danisco, qui est maintenant du pont de Nemours, font, c'est des OGM qu'on emploie dans toute l'industrie de fermentation. Donc en agriculture, on les verra aussi. Un point, je veux encore vite dire en fondamental, parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus, c'est la force hybride. C'est quelque chose déjà mentionné par Darwin, développé aux États-Unis dans les années 30. Vous voyez en centre en bas les deux épis de maïs, les deux parents, au milieu la progéniture. Quand on prend des souches très différées pour le maïs, et on peut très bien faire chez le maïs cette fécondation parce qu'on peut enlever la partie qui fait le pollen, qui est bien séparée, et donc on fait facilement, manuellement ces hybrides. C'était le succès de Pioneer et du ministre d'Agriculture de Roosevelt dans les années 30. Après, maintenant, partout chez nous, le maïs, c'est du maïs hybride, mais l'agriculteur ne peut pas ressemer cet épi au milieu parce qu'il aura les deux parents. Et donc, tout le monde a accepté, a compris que l'industrie des semences a un sens. Il donne des semences hybrides qui ont un tellement meilleur rendement et en même temps, il le protège avec des produits chimiques contre une série de pathogènes. C'est l'évolution de cette industrie intense qu'on a, propagation d'agriculture. Maintenant, on dit, avec les OGM, les agriculteurs ne peuvent plus semer leur propre récolte. Ça n'a rien à voir avec les OGM. C'est parce que, évidemment, les OGM sont faits dans des plantes hybrides. Parce que les brevets ont été achetés par les grands de l'agriculture et qui font la propagation des graines. Et ça, c'est les 6 multinationaux qui contrôlent pour l'instant la production. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal, mais ils peuvent le faire grâce à Greenpeace et autres qui ont agi et qui ont fait qu'aucune des petites et moyennes entreprises ou aucun pays en développement peut employer ces techniques. On peut le faire pour ce qu'on appelle les orphan crops en Afrique, et ici, chez nous, à la KUL, il y a Ronnie Swen avec les bananes. Il a maintenant des bananes hybrides qui ont un rendement 300% plus supérieur. Évidemment, on peut, là, puisque aucune grande industrie est intéressée à ces bananes-là, parce qu'il y a des centaines et des centaines de différents. J'aurais dû dire que tout à l'heure pour les aubergines, qu'en Inde aussi, il y a 50-60 sortes d'aubergines différentes. Donc l'industrie n'est pas intéressée, mais c'est le secteur public et les petites moyennes entreprises qui peuvent faire ces produits. Et pour la société, quand on veut combattre la faim, quand on veut combattre la pauvreté, c'est essentiel de le faire. Et c'est cette technologie-là aussi qu'on va employer. Donc ici, je dis aussi que dans le groupe de Swen, on espère avec la VIB de pouvoir aider. Il y a des bananes transgéniques déjà en champ expérimental en Ouganda et qui ont par génie génétique résistance à un champignon qu'autrement on ne peut pas combattre et qui fait énormément de dégâts et de pauvreté dans les populations locales. En médecine même, je ne m'aventurerai pas trop, mais quand même signalé dans le papier de Nature de l'année passée,
dès que le virus Ebola était signalé, on a essayé de faire des anticorps dans des plantes parce que c'est meilleur marché, il est mieux adapté. Ces techniques étaient au point depuis longtemps. C'est les premiers qui ont été employés. Et dans l'avenir, quand on pense aux médecines personnelles et avec tout ce qu'on connaît maintenant, les problèmes avec les cellules souches, il y a énormément d'anticorps qui devraient être faits et purifiés. Les plantes seront certainement une souche bon marché pour le faire. Mais en général, je ne vais pas entrer dans ce domaine. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le secteur public fait les étapes fondamentales, mais que directement, il faut voir l'innovation pour la société, pour les grands problèmes que je répète, et qui est la pauvreté, faim et l'environnement. C'est le secteur public qui doit le faire, et quand les régulations font que ça ne peut pas se faire ici en Europe, bien, les grandes industries le font aux endroits où c'est permis, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Chine, bientôt maintenant en Inde. Et il faudrait quand même poser les questions à nos politiciens. Combien de temps encore est-ce qu'on n'aura pas accès aux technologies qu'on a mis ensemble? Mais une grande responsabilité est dans le secteur public, pour les scientifiques même, qu'on n'a pas communiqué. Et quand on commence, on ne va pas en détail aller en philosophie, mais, quand on parle individuellement, si quelqu'un croit dans son horoscope, ou croit en des esprits, ou croit qu'il peut communiquer avec ses parents, c'est très bien, c'est important pour notre physiologie humaine et notre neurobiologie qu'on fasse ça. Mais ériger en système et dire que c'est ça qu'il faut faire et plus s'occuper de médecine, ça serait grave. Et pourtant, c'est ça qui se passe. Pour ceux qui s'intéressent, il y a un autre article qui va apparaître, Transimplant Science, et c'était intéressant qu'une revue scientifique a accepté en parlant de l'appel intuitif des OGM, comment les gens détestent les OGM. Pensez comment les neurobiologues ont déjà longtemps nous parlé du believing brain, qu'on a tellement de croyances, et comment éviter les trappes que ces croyances nous posent. C'est un problème très important. Et je crois que vraiment, quand il s'agit personnellement pour des aversions de nourriture qu'on a, c'est pas grave, mais quand ça devient collectif, aussi bien pour le racisme ou l'homophobie, 1 million de Français étaient en rue contre le mariage pour tous. L'homophobie, on peut dire, je suis dégoûté, vraiment, je ne peux pas le voir, j'ai un sentiment que je dois vomir quand je vois 2 personnes du même sexe. Oui, individuellement, oui, mais le propager et faire une obligation, on voit les grands effets que ça fait. Pensez que quand on dit « je déteste les OGM, jamais mes enfants mangeront des OGM », que c'est peut-être au même niveau de neurobiologie qu'on est. Quand on voit qu'aux États-Unis, les gens ne veulent pas qu'on parle d'évolution, 50% des personnes ne croient pas en l'évolution. Là aussi, comme scientifique, on sait que si ça donne des aversions pareilles, il doit y avoir autre chose. Malheureusement, je ne vais pas aller, que même Nature dit si c'est la grande industrie qui fait les OGM, ce n'est pas possible, il faut changer. Nature devrait quand même voir que toutes nos sociétés ne peuvent plus vivre sans les grandes industries. Ils ne sont pas là pour être ceux qui vont sauver notre monde.
C'est pas eux, c'est pas la grande industrie qui seront les mécènes de notre société. C'est ensemble qu'il faut le faire et regarder que, en effet, quand les petites entreprises ne peuvent pas le faire, il y a un problème et c'est ce problème-là qu'il faut résoudre. Maintenant, en tout cas, moi je suis convaincu pour le XXIe siècle qu'on aura les plantes transgéniques et le symbole ici, le riz. Il y a eu déjà pas employé, mais en laboratoire, on a le golden rice, donc le riz doré qui est le précurseur de vitamine A. À Gand, Dominique van der Straten a fait le riz qui fait du folate, et on sait dans les pays sous-développés le manque de folate, qu'est-ce que ça peut donner comme problème. Ça, c'est du côté médecine, mais avec les rendements et surtout une meilleure protection de l'environnement, je suis convaincu que ce XXIe siècle, si on attend, on peut employer les OGM, beaucoup de catastrophes annoncées plus haut peuvent être évitées. Mais pour ça, tous les biologistes moléculaires, les généticiens moléculaires doivent parler avec leurs collègues écologistes qui sont encore dans leur éducation, ont pensé de grands temps de sciences descriptives, comme la botanie était il y a 30 ans, 40 ans, quand on commençait, mais en suivant ce chemin et en s'y mettant tous et prenant tous nos responsabilités, j'espère qu'on y arrivera. Merci. Merci, M. Montagu. Y a-t-il des questions? Oui. Oui. Le micro. Oui, merci. C'était vraiment très intéressant, les arguments sont bien exposés. Mais en voulant modifier, les plantes à son rythme, à un certain rythme accéléré par rapport au rythme naturel, l'homme va aussi probablement perturber l'équilibre entre insectes, petits oiseaux, grands oiseaux, etc. Je voudrais simplement savoir quelle est la position du Vatican vis-à-vis de cette approche-là. Heureusement, très intéressant. Mais première partie de la question, quand on parle de nature, il faut quand même voir l'évolution. Et souvent, on oublie. Et Dobzhansky a dit que pour toute question des êtres vivants, il faut voir l'évolution. Et les plantes dans la nature ont évolué comme ils ont évolué. Et il y en a des centaines de milliers d'espèces pour pouvoir continuer à exister quand la température, le climat, toutes sortes d'invasions, le feu étaient là. C'est l'homme qui demande des plantes qui ont un rendement double, triple, puisque l'homme... Donc, c'est logique qu'il faut d'urgence le faire, parce qu'autrement, la société humaine ne peut plus vivre comme il vit maintenant. Donc, dans la nature, on voit d'énormes changements d'adaptation que les plantes peuvent faire. Si on les comprend du point de vue moléculaire, je ne vois pas de grande objection pour le faire. Oui, chaque fois, on va changer un équilibre. Qu'est-ce qu'on n'a déjà pas fait en détruisant, en étant avec 7 milliards et demi, avec tous nos villes qui sont là, avec tout le pétrole qu'on répand, etc. Ça, c'est des catastrophes énormes qu'on a faites, qu'on est en train de faire et qu'on va continuer à faire. Donc, d'urgence, essayons, maintenant qu'on comprend que c'est important, parce que lisez comment les gens voyaient, nos aïeux voyaient la nature il y a 100 ans, c'était tout différent, les problèmes se posent différents maintenant. On n'a pas d'autres possibilités. C'est comme si on demandait en médecine, si vous aidez quelqu'un à survivre, est-ce que vous changez un équilibre sur la planète? Enfin, je ne vais pas aller trop loin. Maintenant, le Vatican, dès les débuts, donc je vais dire au début des années 80, Shefchel et moi-même étaient invités, et quand on osait parler
de surpopulation, on dit, monsieur, vous n'êtes pas démographe, on ne parle pas de ça, on parle seulement de ce que les sciences que vous faites. Maintenant, récemment, il y a 2 ans, 3 ans, je crois, il y a tout un colloque qui a eu lieu au Vatican. On était invités pour vous démontrer pourquoi on a besoin, où en est la situation. Et Ingo Potricus, qui a fait le riz doré, a même une photo où il reçoit le pape, le précédent, fait la bénédiction du riz doré. Mais ce n'est pas été publié dans les journaux et le Vatican a demandé de ne pas propager cette photo. Mais... Monsieur Godefroy, Monsieur Van Montagu, comme toujours, je suis impressionné par votre vision de l'évolution et je crois qu'on ne peut que le suivre. Mais il y a tout de même un problème que je me pose, c'est concernant l'évolution de l'espèce humaine. Parce qu'en fait, on constate que on pourra faire évoluer peut-être l'espèce humaine comme on a fait évoluer les végétaux. Et je me demande quel est votre avis concernant la possibilité de faire donc une autre espèce que Homo sapiens. Je n'ai jamais été très fort en science fiction et on a vu qu'il y a un tas de choses que les auteurs de science-fiction ont décrit, après sont devenus réels. Donc, on peut simplement dire, on verra, mais je crains que pour l'instant, il y a tellement d'urgence en connaissance pour voir comment vraiment un génome fonctionne. Qu'est-ce que dans le développement, on peut maintenant qu'on constate que ça existe, employer déjà, d'écrire qu'on va faire du génie génétique pour faire Spider-Man, ou je ne crois pas que c'est nécessaire, mais en littérature et pour notre santé du cerveau, je crois que il faut avoir ses fantaisies, il faut travailler, mais faire une distinction entre ce qui est fiction et ce qui est la réalité pour l'instant. Je vois simplement que c'est une simple addition de gènes. Maintenant, on peut introduire déjà en même temps ou modifier avec ce système CRISPR-Cas des gènes où il y a 30 copies. En une seule manipulation, on peut changer ces 30 copies. C'est d'énormes progrès qu'on peut faire. Eh bien, chaque année, je suis certain que nos étudiants qu'on a eus, qui sont maintenant certains déjà à la retraite eux-mêmes, et leurs étudiants contribueront à faire ces changements qu'on parfois on ne s'imagine pas maintenant. Monsieur Vincent. Merci beaucoup pour un excellent exposé. Et je ne suis certainement pas opposé aux OGM, mais je me posais une question quand même d'adaptabilité de la nature. Parce que pendant votre exposé, je ne m'empêchais pas de penser à un domaine qui est plus proche du mien, qui est celui de la résistance aux antibiotiques, qui est largement lié, bien sûr, à l'utilisation très large et exagérée souvent d'antibiotiques, pas seulement dans le monde médical, mais dans le monde vétérinaire, avec toutes les implications au niveau de la nature. Alors je me pose la question de savoir si on peut voir certaines analogies, évidemment, je prends bien compte qu'il y a aussi des différences, mais est-ce que la nature va s'adapter au fur et à mesure, qu'il s'agisse d'insectes, de micro-organismes ou d'autres choses, et donc est-ce que les OGM devront en permanence s'adapter, et il faudra s'attendre à ça dans les décennies à venir, ou bien est-ce que finalement notre recherche dans le domaine est relativement fixée et ne devra peut-être pas tellement s'adapter? Nouveau matière pour une heure de réponse. Oui, quand on parle de nature, justement, regardez l'évolution et grâce au séquençage, on peut voir ce qui s'est passé. Quand certaines espèces sont adaptées, quels sont les changements qu'ils ont faits. Et je crois quand même qu'on est certain que les espèces, chaque fois, quand on trouve
un problème un pathogène, mais il faut voir quel pathogène. Par exemple, pour les plantes, on prend l'insecte de l'aubergine. Là, cette protéine qu'on appelle BT, parce que ça se trouve sur la surface des spores de Bacillus thuringiensis, quand on l'exprime, il y a cette protéine qui se lie sur un récepteur ce qu'on appelle le midgut de ces insectes. Là, c'est certain que c'est une simple interaction, on aura des résistances. Mais maintenant qu'on a le séquençage des tissus, on connaît le séquençage des différents récepteurs, on construit toute une série de BTs, ce qu'on appelle synthétiques, c'est pour ça qu'on parle parfois de biologie synthétique, parce qu'on construit des gènes qui n'existent même pas dans la nature, on élimine des domaines qui pourraient faire des contrôles, et quand on a un qui donne une chance de résistance à 10-13, ce qui est déjà beaucoup pour un insecte, pas pour une bactérie, et quand on a 3-4 de ces gènes, bien, ça va être 10-26, 39, c'est presque comme une liaison covalente qu'on a fait. Là, pour cet insecte, je crois que la culture sera sauvée par OGM. Mais il faudra donc plusieurs gènes. Mais pour les virus ou pour les bactéries, évidemment pas. Mais je m'excuse pour faire ici une remarque concernant les antibiotiques. On a au début, quand notre technologie était élémentaire, pour faire les plantes transgéniques, il y avait le gène qu'on voudrait insérer et le gène résistance kanamycine pour facilement faire le transfert. Maintenant, on n'en a plus besoin, mais il y a une grande cabale, les OGM donnent la résistance aux antibiotiques. À ce moment-là, l'Union européenne a donné des millions d'euros pour trouver ce transfert de gènes de kanamycine qu'on n'a évidemment jamais trouvé. Mais à ce moment-là, je suis allé ici à Ixelles, à l'Institut d'épidémiologie, et j'ai dit, mais même si pour le vétérinaire, les antibiotiques deviennent plus ou moins interdites, seulement dans des cas d'infection, on sait quand même que dans tout le lisier de cochons et de poulets, toutes les bactéries ont des résistances antibiotiques ou la résistance sur un transposon ou sur un plasmide transmissible, et dès qu'on prend ce lisier pour fertiliser, pour faire une culture bio, pas de produits chimiques, une culture bio, et toutes ces bactéries se fixent, échangent des résistances. La réponse était, le ministère ne nous a pas demandé de faire cette recherche, nous avons instruction de trouver et d'investir dans trouver le gène de résistance de kanamycine que vous, avec vos OGM, vous allez propager. C'est une histoire d'il y a 20 ans. Mais pour l'instant, je n'ai encore jamais entendu de culture de bio, c'est sacré. On ne peut pas dire qu'il y a un danger avec des pathogènes qui peuvent devenir... on a vu en Allemagne de la culture qu'il y a eu quelques années, de culture hydroponique. Mais ça nous attend à chaque instant. Si les cultures bio, c'est une soi-disant retour à la nature. Là où se trouvent les antibiotiques. Alors oui, nous avons une question ici, monsieur. André Noir. Moi, je voulais vous demander, je ne sais plus dans quel pays, mais en Amérique latine, il y a comme une sorte d'immense bibliothèque où il y a 5000 sortes de pommes de terre qui sont construites. Oui. Et à vous entendre avec les OGM, les rendements, les bananes à 300% de rendement, etc., est-ce qu'il n'y a pas un risque de supprimer, ou en tout cas d'amoindrir ce que d'aucuns appellent une biodiversité, et d'aller vers plutôt des séries monolithiques
le maïs, vous avez montré les bananes à 300%, tout formaté, au lieu d'avoir une nature qui, effectivement, a évolué seule, sans peu d'intervention. Je dirais exactement le contraire. Je suis tout à fait d'accord que ce qu'il y a de plus important, c'est conserver cette biodiversité. Et pour ça, pas seulement dans des centres comme l'Institut de pommes de terre à Lima, au Pérou, CIP, avec lequel on a fait d'ailleurs ce travail sur la patate douce, parce que c'est eux qui connaissent et qui ont collectionné toutes les variétés. C'est pour ça qu'on a pu voir que c'était une histoire qui s'est faite pendant l'évolution. Non, notre agriculture fait déjà des monocultures dès qu'on a parlé de révolution verte, ou même avant, dans les années 60, quand il n'y avait pas du tout des OGM, le maïs qu'on emploie aux États-Unis et pour ces grandes cultures a un arrière-plan génétique très 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 étroit. C'est toujours la meilleure lignée de la même famille avec la meilleure lignée d'un petit cousin qu'on croise, et c'est comme ça qu'on a fait l'augmentation. Donc, toutes les plantes cultivées pour l'instant, il n'y en a pas tellement. L'essentiel de nourriture devient de 10 plantes différentes et peut-être une centaine qu'on emploie. Et là-dedans, il y a quelques cultivars qu'on emploie. Justement, avec les OGM et la biologie, la génétique moléculaire, quand on commence à comprendre le systems biology, on pourra dire il faut faire ceci, il faut faire ça, et en transférant 4 ou 5 gènes chaque fois dans l'espèce d'origine, dans cet endroit-là, pour les gens qui vivent dans ces régions-là, on aura cette plante-là qu'on peut augmenter le rendement et qui sera en harmonie avec les micro-organismes qui vivent dans le sol, avec l'irrigation qu'il y a dans le sol. C'est la seule façon de sauver la biodiversité, la meilleure façon de préserver la biodiversité, c'est évidemment si on peut faire que dorénavant, il n'y a plus de terres arables qui augmentent. Et justement, avec les OGM, on fait le double ou le triple rendement sur la terre qu'on emploie déjà, et on reste, ce qui existe encore comme nature. Il y a quand même des pollutions et des changements, mais enfin, ça serait Mais dans les deux cas, pour avoir un meilleur rendement sur les terres arables qu'on emploie déjà, et pour voir d'autres créer de la valeur, parce que la seule façon que les gens respectent la biodiversité, c'est quand ils voient une valeur. On leur raconte, mais quand ils le voient vraiment. Ce sera d'ailleurs la même chose pour les OGM, c'est pour ça que c'est tellement urgent qu'on puisse développer chez nous les pommes de terre résistantes aux Phytophthora, qui a donné la famine fin du 19e siècle dans nos régions et en Irlande. À ce moment-là, déjà, maintenant, Piet van Tem, c'est le président du Boerenbond, il dit « Je veux ces pommes de terre pour mes agriculteurs ». Donc, ok, c'est un signal positif, mais c'est vite dit. Il faut voir est-ce qu'il peut convaincre Junkers et M. Lutgen pour que ce soit fait, ça c'est autre chose. Monsieur Hugues, et puis je permettrai de poser la dernière question. Vous nous avez présenté les avantages des OGM, vous avez été tout à fait convaincant, je partage votre avis, et c'est évident qu'il y a des avantages qui sont là. Et vous n'avez rien dit des dangers potentiels des OGM. Est-ce que ça se limite uniquement à l'utilisation de cette technique à des fins criminelles pour créer quel organisme pathologique, ou bien y a-t-il d'autres dangers? Pour l'instant, comme en science, on demande à tout le monde d'écrivez un système où ça pourrait être dangereux, faites une recherche pour voir qui c'est dangereux. Chaque instant, je crois que tout le monde en science pose des questions. Et si on fait cette approche-là, je dirais que, puisque pendant 30 ans on n'en a pas vu, on voit que ce transfert horizontal de gènes, c'est la base de l'évolution. Je ne vois pas que
c'est ça qui va donner, mais en science, on peut dire, on ne peut pas dire que on prouve que quelque chose ne va pas se faire. Alors, je suis très confiant, mais c'est la responsabilité de tous de continuer à contrôler, mais de répondre avec des choses sérieuses et ne pas envoyer des articles comme Seralini, où il y a quelques semaines, on a dit maintenant le glyphosate est cancérogène, mais c'est dans The Lancet, et c'est l'Institut de cancérologie à Lyon qui l'a lancé, donc ça doit être vrai. Mais on va dans le Lancet et on dit l'article sera publié, mais il n'y a pas la moindre donnée dedans. C'est une variante de l'article de Seralini, on pouvait voir que c'était faux, et qui osait dire aux journalistes, vous ne pouvez pas demander, vous signez un papier que vous ne demandez pas l'avis de scientifiques pour votre édition de demain dans le journal. Qu'il a pu faire ça, c'est assez grave pour notre société. Donc, moi je suis confiant pour le glyphosate. Chaque produit chimique est toxique, ça on sait, même l'eau est toxique quand on boit plus que 6 litres. Donc, certainement, on peut prouver, mais est-ce que, parce que le glyphosate, on a confiance, et c'est pour ça que c'est un tel succès, tous les bactéries du sol, il y a 10% qui ont un système qu'on appelle P450 d'oxydation, qui peut dégrader les glyphosates. Donc, il n'y a pas de ce qu'on appelle spillover pour la saison après. Il n'y a pas de glyphosate qui reste après quelques mois. Monsanto dira après 15 jours. Enfin, tout ça, comparé avec tous les autres, c'est ce qu'il y a de plus détruit dans le sol. Et c'est pour ça que Monsanto était tellement après nous pour construire une plante qui peut dégrader des herbicides. Pour nous, c'était un autre herbicide, parce qu'eux cherchaient une bactérie, et quand il y a 10% des bactéries peuvent le faire, trouver celle qui va le faire avec un système qui est important pour la production finale. Merci, M. Bernard. Vous avez une courte intervention. Mais une brève question, j'espère que la réponse ne sera pas trop longue. J'essaierai. C'est une question économico-politique. Il est certain que, d'après ce que l'on sait, le cultivateur doit racheter ses graines, ses semences, tous les ans. Alors, Monsanto, par exemple, il y a d'autres firmes, mais Monsanto devient le passage obligé pour le cultivateur. Ce qui donne pour ce type d'industrie une force assez extraordinaire, et pour son pays éventuellement aussi, parce que son pays pourrait très bien dire, oui, mais ce pays-là, l'Iran par exemple, c'est un pays dégueulasse. On ne peut plus rien vendre, on ne peut plus commercer avec ces gens-là. Et donc, l'État pourrait décider, les États-Unis par exemple, mais c'est pour Monsanto, décider, voilà, cette population-là, ou cette région-là en Afrique, ce sont des salopards. On ne peut plus leur vendre les semences. Pour répondre en 3 mots, ce sera quand même difficile. D'abord, il y a toute une série de multinationales. Il y a les 6 qui font les OGM. Dans le temps, en Europe, Limagrain, qui travaille avec Villemorin, a essayé, ils font les hybrides. Mais travailler qu'on interdise les OGM en Europe, ensemble avec Greenpeace, pour avoir un monopole, pour exclure Monsanto, ils ont vu que c'est très mauvais pour leurs affaires. Donc maintenant, eux font aussi les OGM aux États-Unis, au Brésil et en Chine. Donc, le monde économique, évidemment, joue un rôle. Chaque multinationale est là pour
pas pour être mécène, mais pour avoir un certain territoire. Je crois pour les téléphones cellulaires, on est moins de 6 et autres. Et ça, c'est un problème que notre société va résoudre. Le problème, comme vous le posez, est évidemment extrêmement important quand on pense les tiers-mondes et les pauvretés, mais je peux vous assurer que les graines vendues par les multinationaux sont tellement plus valables qu'avec enthousiasme ici, il n'y a aucun agriculteur qui ne va pas acheter ces graines ici, que et l'information et les indications comment employer et réagir à tel et tel changement, il a un grand profit parce qu'une structure de multinationale, c'est pas seulement faire les graines, c'est toute une science d'agronomie qu'ils ont fait. Et ça devrait être fait pour un tas d'autres graines. Et puis, ce n'est pas absolu. Un brevet est valable pour 20%. Comme il y a des génériques, maintenant, on travaille pour voir comment les approches génériques pour des plantes, on n'a plus besoin des brevets d'antan, peuvent-elles faire. Et là, je voudrais commencer sur les chicons, mais je ne le fais pas faire. Oui. Je pense que je vais me permettre de poser comme président une dernière question tout brève. Vous avez parlé de politique, alors ma question est très simple. Avez-vous eu l'occasion d'expliquer à M. José Bové que sans savoir, il mangeait des OGM? Je ne crois pas que c'est intéressant de l'expliquer à José Bové, mais j'aurais bien voulu, et j'ai essayé de le faire à Daniel Cohn-Bendit, parce que je trouve qu'il est très intelligent, un homme très capable, mais chaque fois il m'a renvoyé à Magda Alvout ou autres politiciens de Agalef et Groen et dire la Flandre, ce n'était pas important pour lui. Très bien, en tout cas, je voudrais, au nom de tous et messieurs, ne pas vous permettre de poser plus de questions, mais la séance n'est pas encore terminée, et nous devons avancer, et plusieurs personnes doivent me quitter. Merci beaucoup, monsieur le président.